8h30 à Paris et Barcelone. Vous regardez France 24, Paris Direct et voici nos titres. La sécession est-elle proche? Le président de Catalogne va s'exprimer ce mardi soir devant le Parlement de cette région espagnole. Va-t-il annoncer son indépendance? Personne ne peut le dire pour l'instant. Plusieurs hypothèses sont envisagées, comme par exemple une indépendance différée ou symbolique. Plusieurs courants s'affrontent chez les indépendantistes. 10 morts, plus d'une centaine de blessés dans des incendies en Californie. Les flammes ravagent le nord de cet État américain, en particulier les régions viticoles de Napa et Sonoma. Des milliers d'habitations ont brûlé. Beaucoup d'autres sont toujours menacées avec un état d'urgence décrété dans plusieurs comtés. Les vents attisent la vingtaine d'incendies qui touchent le secteur. Et puis la mobilisation des fonctionnaires partout en France avec des grèves, des manifestations ce mardi. Les syndicats dénoncent plusieurs projets du gouvernement, comme le retour du jour de carence en cas d'arrêt maladie ou le gel de la valeur du point d'indice, ainsi que 120 000 suppressions de postes. La Catalogne et toute l'Espagne sont donc suspendues aux déclarations de Carles Puigdemont. Ce mardi soir, dans une dizaine d'heures, le président catalan doit s'exprimer devant le Parlement régional et à cette occasion, il pourrait donc proclamer l'indépendance de la Catalogne. Rien n'est sûr car il subit beaucoup de pression, y compris dans son propre camp. Le point avec Sandrine Gomez. Ne pas faire machine arrière. Partout dans la petite ville natale de Carles Puigdemont, des slogans au balcon. Dans quelques heures ici, on en est presque sûr, il proclamera l'indépendance de la Catalogne. Il sait où tout cela peut le mener. Et ici, à Amer, on verra ce qu'on fait s'il est arrêté. On prendra la décision que l'on devra prendre. Si on doit aller manifester dans les rues, on le fera. Ces dernières heures partout en Catalogne, la séance au Parlement de mardi soir est dans toutes les conversations. Carles Puigdemont, tiraillé de toutes parts, prendra-t-il acte du résultat du référendum? Dans les couloirs de l'Assemblée, pour le Parti de l'Unité populaire, membre de la coalition au pouvoir, il ne peut pas en être autrement. Nous voulons une vraie déclaration d'indépendance car nous pensons que seulement à cette condition, nous pourrons commencer une vraie négociation avec l'État espagnol. Mais en Catalogne, il y a aussi ceux qui doutent désormais ou demandent une autre voie, comme l'influente maire de Barcelone qui lançait hier soir un appel à la trêve. Dans le contexte actuel, les résultats du 1er octobre ne peuvent servir à proclamer l'indépendance, mais ils constituent une voie pour ouvrir le dialogue et pour une médiation internationale. Arrêtez tout, c'est l'appel lancé un peu plus tôt lors de cette conférence de presse par Pedro Sánchez, le chef du Parti socialiste espagnol. Des politiques de tous bords inquiets qui accentuent la pression sur Carles Puigdemont. Gare à ne pas franchir la ligne rouge, prévenait encore dans une interview ce dimanche l'inflexible Mariano Rajoy, sous peine de dissoudre le gouvernement régional. Et le Parlement catalan se réunit donc à partir de 18h heure de Barcelone et Paris. Le président catalan prononcera son discours peu après. Événement à suivre en direct sur notre antenne. Aux États-Unis, maintenant, cette nouvelle série d'incendies majeurs en Californie. Le feu fait des victimes. 10 personnes sont mortes. Plus d'une centaine sont blessées dans le nord de cet État et dans les régions viticoles de Napa et Sonoma. Des milliers d'habitations ont été détruites. 20 000 personnes ont pour l'instant été évacuées. L'état d'urgence est déclaré face à cette vingtaine de foyers, pour l'instant incontrôlables. Marc Pope. Des lotissements entiers de villas en proie aux flammes. De nombreux incendies ravagent le nord de la Californie. Dans plusieurs comtés, l'état d'urgence a été décrété. Avec ce vent, le feu change de comportement et se déplace très rapidement. C'est pourquoi nous étendons les ordres d'évacuation et demandons aux habitants d'y obéir. Malgré tous les efforts des pompiers pour freiner les incendies, ils sont hors de contrôle. Cette maison est sur le point de partir en fumée. Nous essayons de sauver ce qui va être ravagé par les flammes d'ici peu. Tous ces gens sont venus, je ne les connais pas. Nous avons récupéré la plupart de nos objets de valeur. Je suis sous le choc là. Pour d'autres, il est déjà trop tard. Certains en revanche ont eu plus de chance. Cet homme est tout de même venu donner un coup de main aux sinistrés. J'habite ici et j'ai eu la chance de voir ma maison épargnée. Mais je me sens mal envers toutes les personnes pour qui ce n'est pas le cas.
Aucune baisse des températures n'est prévue dans les prochains jours. Le gouverneur de Californie a demandé à Donald Trump une déclaration de catastrophe naturelle pour débloquer une aide d'urgence. De son côté, Donald Trump poursuit son détricotage des mesures phares de Barack Obama. Ce mardi, son administration va abroger le plan climat. Il devait accélérer la transition énergétique des États-Unis, imposer des restrictions des émissions de CO2 aux centrales thermiques. Eh bien, la fermeture de nombreuses centrales à charbon n'est plus à l'ordre du jour. L'annonce est venue du chef de l'Agence américaine de protection de l'environnement. Précision de notre correspondant Gallagher Fenwick. Devant une assemblée ravie qu'il a prononcé ces paroles annonçant l'officialisation de cette abrogation sous la forme d'une signature qui viendra tout simplement annuler ce qui n'était qu'un décret présidentiel jugé donc antidémocratique par le Parti républicain puisque le démocrate Barack Obama, le président sortant, n'était pas passé par le Congrès pour mettre en place ces objectifs ambitieux qui visaient principalement à réduire les émissions de gaz à effet de serre et qui ciblaient donc les industries les plus polluantes sur ce front-là, à savoir les centrales thermiques, mais aussi l'industrie du charbon adorée par Donald Trump, puisque ce bassin sidérurgique où est établie une grande partie de la base électorale de Donald Trump, la classe ouvrière blanche, est établie dans ce bassin sidérurgique. C'est donc un geste de plus dans sa direction et qui va permettre à ces industries de polluer à plein pot à nouveau, puisqu'il n'y aura plus ces objectifs ambitieux de réduire de plusieurs pourcents sur les 15 prochaines années les émissions de gaz à effet de serre. C'est donc un signal de plus qui va, on n'en doute pas, mettre en colère les organisations de défense de l'environnement qui déjà s'étaient indignées d'une décision précédente qui avait fait énormément de retentissement, à savoir le retrait décidé par ce même président républicain Donald Trump de la COP 21. Les États-Unis qui sont engagés dans une guerre des visas avec la Turquie. Depuis l'arrestation d'un employé turc du consulat américain d'Istanbul, chacun a suspendu sa délivrance de visa. Les États-Unis comme la Turquie. Un autre employé d'ailleurs du consulat américain est maintenant convoqué par la justice. Pour autant, il y a tout de même des signes d'apaisement. Kevin Battista. La tension diplomatique entre les États-Unis et la Turquie monte d'un cran. Lundi, après l'interpellation d'un employé du consulat américain, l'ambassadeur des États-Unis en Turquie réagit. Cette arrestation suscite des interrogations. Certains officiels tentent-ils d'interrompre la coopération entre la Turquie et les États-Unis? Si c'est vrai, il y aurait un risque sur les gens qui travaillent ou qui se rendent dans nos consulats. L'employé est accusé d'espionnage au profit de Fethullah Gülen, un prédicateur musulman exilé aux États-Unis, selon Ankara, à l'origine de la tentative du coup d'État en Turquie. Une accusation sans fondement pour l'ambassade américaine. La Turquie a suspendu tous les services de visa pour les Américains, en rétorsion à la suspension des services américains de visa pour les citoyens turcs ce dimanche. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lui aussi réagi. Nous ne sommes pas un État tribal. Conformément au principe de réciprocité, notre ambassade en Amérique devrait prendre les mêmes mesures. Ankara fait pression sur Washington depuis des mois pour obtenir l'extradition de Fethullah Gülen, sans succès. De leur côté, les États-Unis ont critiqué les vagues de répression en Turquie. Récemment, ce sont des centaines d'opposants, de journalistes, d'universitaires et de fonctionnaires qui ont été arrêtés dans le pays. Cette nouvelle étape dans l'histoire de la démocratie au Libéria, après plus d'une décennie de stabilité, le pays va désigner celui ou celle qui succédera à Ellen Johnson Sirleaf. Plus de 2 millions de Libériens sont appelés aux urnes pour l'élection présidentielle, mais aussi pour des législatives dans les heures qui viennent. Les candidats sont nombreux, parfois atypiques. Le point sur ce scrutin avec notre envoyé spécial à Monrovia, Patrick Fandiot. Jour de vote historique ici au Libéria où, si tout se passe bien, ce sera la première transmission démocratique et pacifique du pouvoir depuis 73 ans. 2,2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dans 5390 bureaux de vote pour départager 20 candidats. Un casting haut en couleur où l'on retrouve en favori une ex-gloire du football, George Weah, actuel sénateur, candidat pour la 3e fois et qui s'est allié à l'ex-femme
de l'ex-président, un criminel de guerre, Charles Taylor, qui dort aujourd'hui en prison. Face à ce duo de choc, l'actuel vice-président Joseph Boakai. Mais sur cette affiche baroque, on trouve aussi Charles Brumskin, un dinosaure de la scène politique libérienne. On trouve un ex-seigneur de guerre, Prince Johnson, 2 milliardaires et une reine de beauté. Autant vous dire que c'est un scrutin absolument ouvert dans un contexte de crainte pour la sécurité. La présidente sortante, Ellen Sirleaf-Johnson, a appelé à des élections au calme. Il faut dire que ce sera la première fois que les forces de sécurité libériennes vont sécuriser toutes les opérations de vote des forces locales qui ont pris le relais de la mission des Nations Unies. Un défi de taille pour garantir la sécurité et la sincérité du scrutin, alors que les craintes de violence post-électorale sont loin d'être écartées dans un pays qui retient son souffle. En bref, ce projet d'attentat déjoué depuis une prison française. 2 détenus sur le point d'être libérés ont été mis en examen vendredi à Paris. On ne l'apprend qu'aujourd'hui. En détention, ils avaient évoqué un passage à l'acte à leur sortie. Le choix de la cible n'était pas encore défini. Des policiers ou des surveillants de prison. L'un d'eux avait été en contact avec une personne présente dans la zone irako-syrienne. La France, où tous les syndicats seront dans la rue ce mardi pour ce qui s'annonce comme une grande mobilisation contre le gouvernement. Mobilisation pour défendre le service public face à la hausse de la CSG, au gel de la valeur du point d'indice ou encore aux suppressions de postes. Des manifestations sont prévues dans la plupart des villes de France, mais aussi des grèves dans les écoles, les hôpitaux, les transports. Le point avec nos confrères de France 3. Agents des impôts, enseignantes ou encore infirmières. Ils ont un point commun, ils sont fonctionnaires et souffrent de leur mauvaise image. Séverine Bonvalet travaille depuis 3 ans dans un hôpital marseillais. Entre les soins, les traitements et les veilles médicales, ses journées sont bien remplies. Et elle n'accepte pas les clichés sur les fonctionnaires. Ça va. Non, ça c'est pas vrai. On n'est pas mieux payés. Les paramédicaux ne sont pas assez payés à juste valeur du travail qu'ils effectuent. On travaille 7h, 19h. On travaille 12 heures. Anne Spicher est professeure de lettres dans un lycée près de Colmar. Pour elle, les mesures mises en œuvre par le gouvernement sont insuffisantes. Alors, il ne suffit pas d'annoncer qu'on va mettre moins d'élèves, qu'on met moins d'élèves dans les classes de REP en cours préparatoire. C'est une bonne mesure, certes, mais c'est très insuffisant. Et évidemment, on ne peut pas mettre plus d'enseignants par rapport aux jeunes à partir du moment où on supprime des postes. Hervé Couvert est agent des impôts en Bretagne. Il vit mal la façon dont son métier a évolué. On est fonctionnaire, on aime ce qu'on fait en général, ou en tout cas on est conscient qu'on a une utilité sociale forte, et de ce fait on aime bien faire le boulot. Et quand on nous fait faire un boulot de merde, parce que finalement on arrive à ça, à bâcler le travail, eh bien, évidemment qu'on le vit mal. Résultat de ce mécontentement, tous les syndicats de fonctionnaires appellent à manifester. Et puis, parmi les réactions au début de cette journée de mobilisation, il y a celle du porte-parole du gouvernement. Christophe Castaner était l'invité de nos confrères de France 2. Et pour lui, le gouvernement comprend l'inquiétude des agents de la fonction publique, mais veut ouvrir un grand débat sur cette fonction publique. Écoutez. La colère, elle est légitime. Elle est légitime parce qu'aujourd'hui, il y a une inquiétude dans la fonction publique. C'est dur, dans certains postes, d'assumer la responsabilité dans nos hôpitaux, de l'accueil dans les services des urgences, où il y a ces tensions quotidiennes. C'est dur aussi parce qu'on ne trace pas de perspective sur la fonction publique. On ne prépare pas un grand plan de formation au quotidien. Mais c'est ce que nous voulons faire. On veut ouvrir un débat. Les partenaires sociaux sont invités. On a décalé de quelques jours pour ne pas gêner la grève. Vous voyez comme quoi on respecte évidemment la grève. Et puis on veut ouvrir un grand débat sur l'action publique en 2022. Quelle projection on veut. 8h44 ici à Paris. Avant le focus et le journal des sports, un point sur nos titres. La sécession est-elle proche? Le président de Catalogne va s'exprimer ce mardi soir devant le Parlement de cette région espagnole. Va-t-il annoncer son indépendance? Personne ne peut le dire pour l'instant. Plusieurs hypothèses sont envisagées comme une indépendance différée ou une indépendance symbolique. Un événement à suivre sur notre antenne à partir de 18h, heure française et heure de Barcelone. 10 morts et plus de 100 blessés dans des incendies en Californie. Les flammes ravagent le nord de cet État américain, particulièrement les régions viticoles de Napa et Sonoma. Des milliers d'habitations ont déjà brûlé. Beaucoup d'autres sont menacées. L'état d'urgence est décrété. Les vents attisent toujours la vingtaine d'incendies qui touchent le secteur. Et puis la mobilisation des fonctionnaires partout en France. Avec des grèves dès ce matin, des manifestations dans la journée ce mardi, les syndicats dénoncent les projets du gouvernement, comme le retour du jour de carence en cas d'arrêt maladie
le gel de la valeur du point d'indice ou encore 120 000 suppressions de postes.